Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e des prix de la saison consacré à un Grand Prix d'Émilie-Romagne finalement rempli de rebondissements. Sur ce tracé old school et peu adapté aux Formule 1 modernes, je m'attendais à une répétition générale de Monaco où voilà, la qualification et le premier virage allaient dicter 90% du résultat. Et en vrai, on se dirigeait vers ça sur le premier relais. On assistait globalement à une procession à un arrêt. Finalement, l'incertitude bizarre au niveau des pneus, la grille peu ordinaire et surtout deux interruptions involontaires de la course sont venues un peu chambouler l'après-midi et compliquer la lecture de ce Grand Prix. Honnêtement, je pensais qu'il n'y aurait pas de suspense hier car notamment Piastri avait fait le plus dur selon moi en qualif samedi en signant une magnifique pole. La Q3, c'est toujours le moment le plus serré du week-end, il n'y a jamais eu quasiment plus d'un dixième, même d'un demi-dixième entre le poleman et le second. Et là, Oscar avait réalisé un excellent tour, résisté au gros premier secteur de Verstappen, tenu ses pneus jusqu'à la fin. Je me disais que voilà, il avait fait le gros du travail. En plus, il s'envole mieux que Max. Donc bon, voilà, il est parti pour dominer. Mais il a évidemment commis une lourde erreur en laissant la porte ouverte sur l'extérieur à Verstappen au premier virage. C'était clairement un cadeau pour le Néerlandais qui a magnifiquement enroulé, mais qui ne s'attendait certainement pas à se voir offrir cette possibilité. Clairement pour moi, c'est une grosse erreur de Piastri, surtout dans l'optique d'un championnat où jusque-là, il avait plutôt marqué des points face à Verstappen. Là, il en perd alors que les règles sont ultra claires et étaient en sa faveur pour ce premier virage. Quand tu es devant, à l'intérieur, au premier freinage, tu peux juste pas perdre, tu as le droit de tout faire. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour Oscar. Est-ce qu'il pensait que Max était trop loin? Est-ce qu'il a été trop prudent? Est-ce qu'il a pris trop de marge? En tout cas, c'est une grosse erreur. On a souvent tapé sur Lando Norris pour ce genre de bêtises, notamment dans les premiers tours. C'est à ma connaissance la première fois que Piastri fait ça. En tout cas, ça fait aussi peu de temps qu'il est en tête du championnat et qu'il part devant. C'était que sa troisième pole, donc c'est en tout cas une grosse erreur et il faudra absolument qu'il ne la recommette plus sur la fin de la saison. Alors on ne peut pas dire qu'il aurait automatiquement gagné s'il avait passé le premier virage en tête, car la course a connu trois autres moments pivots, que sont le premier arrêt, la VSC et la safety car, mais être devant, c'était quasiment l'assurance de ne pas être redoublé, on l'a vu pour Verstappen. On sait aussi que la McLaren, une fois qu'elle passe en tête, généralement on ne la revoit plus, notamment grâce à l'air libre. Il aurait aisément pu mieux gérer la course en étant devant. Voilà, je ne sais pas s'il aurait gagné, mais indéniablement, cette perte de leadership au premier virage l'a coincé dans une mauvaise timeline pour tout le reste de la course. Et une timeline empirée par le choix de McLaren de l'arrêter dès le 12e tour, choix motivé par l'incroyable undercut que venait de faire Leclerc sur 4 autres pilotes, et donc ils se sont dit qu'ils allaient faire pareil sur Verstappen, sauf que déjà, eh bien, l'arrêt il est long, Piastri ressort dans le trafic, et surtout on se rend vite compte que les pneus ne se dégradent pas, et que donc la bonne stratégie hier c'était de ne faire qu'un arrêt au lieu de deux comme sûrement anticipé par beaucoup des équipes au départ. Et donc concrètement, il fallait rester en piste le plus longtemps possible. C'est à ce moment-là que Piastri perd définitivement la victoire combinée au move du premier virage et il se retrouve même condamné à ne faire que troisième puisque Norris aussi peut rester plus longuement en piste. Et là, il faut qu'on fasse une aparté pour parler de Pirelli qui a tenté quelque chose avec ses pneus ce week-end pour épicer les choses. Une tentative à saluer déjà et qui a fonctionné, mais absolument pas comme il le voulait, comme il le pensait. La F1 elle-même l'a reconnu. Et déjà, il y avait les nouveaux pneus C6 ultra tendres pour la qualification, mais en fait, trop tendre, ce qui fait que les C5, les médiums de ce week-end, étaient meilleurs pour le tour qualif. L'Aston l'a prouvé en Q2 et Russell aussi en Q3. Tous ne l'ont pas fait car c'était prendre un risque et car aussi ça a enlevé des pneus pour la course du lendemain, donc c'était un peu se compromettre pour le Grand Prix. Mais clairement, le C6 se dégrade trop, le C5 était meilleur en qualif. Et puis en course, encore une fois, malheureusement, on a revu la même chose. Les pneus ne se sont pas assez dégradés. Le médium, le C5, qui était l'an dernier le soft, le pneu le plus tendre du week-end d'Imola et auquel personne n'avait voulu toucher lors du Grand Prix,
Et bien là, il a tenu la moitié de la course pour certains pilotes. Donc encore une fois, on se retrouvait sur une stratégie à un seul arrêt. Sauf que cette fois, grâce au message de Pirelli avant le week-end et leur intention, les équipes pensaient que c'était 2. Donc c'est grâce à ça et aux interruptions de course qui ont provoqué d'autres arrêts qu'on a eu une course tactique et passionnante. Donc au final, Pirelli a involontairement réussi son objectif, mais à l'inverse de ce qu'il pensait. C'est un peu paradoxal, mais les pneus, ça n'a pas marché, mais c'est ce qui a permis que ça marche. Enfin bref, revenons à la course, à ce moment-là contrôlée pour une dizaine de secondes d'avance par Verstappen devant Norris, mais McLaren va selon moi faire une deuxième erreur en arrêtant Norris au 28e tour alors qu'il n'y avait absolument rien qui le pressait à rentrer au stand. Il serait peut-être ressorti derrière Leclerc s'il s'arrêtait un peu plus tard, mais c'est pas grave, il l'aurait aisément redépassé. Ils ont peut-être aussi voulu mettre la pression sur Verstappen, allonger le relais en pneu hard, qui leur est généralement un petit peu plus bénéfique. Mais voilà, Verstappen avait 9 secondes d'avance, donc je crois qu'il n'y avait rien à tenter de la part de McLaren. Donc dans ce genre de cas, tu attends, tu allonges ton relais. Évidemment, tu peux pas prévoir que 20 secondes après, il va y avoir la VSC, mais c'est justement pour ça qu'il faut rester en piste, pour prévenir ce genre de risque. Donc je trouve que cet arrêt, qui finalement n'a pas eu de conséquences à l'arrivée, même si sur le coup, il donne une avance de 20 secondes à Verstappen, eh bien, n'était pas un bon choix. C'était, je trouve, une erreur. À partir de là, Max est injouable, mais Antonelli va avoir lui aussi un souci, et cette fois c'est l'intervention de la safety car, l'Italien s'est arrêté un peu plus loin qu'Ocon dans la montée, et donc il y avait besoin d'un engin pour dégager sa Mercedes, donc là pour le coup, c'était pas une VSC, mais bien une safety car. Verstappen et Norris vont alors profiter de l'arrêt gratuit, mais pas Piastri qui, comme Leclerc, on le verra un peu plus tard, n'a plus de pneus medium ou hard disponibles car lui s'était déjà arrêté plus tôt dans le Grand Prix. Donc malheureusement, il est coincé sur ses vieux pneus jusqu'à l'arrivée. Et sauf que du coup, malheureusement, en restart, eh bien j'ai un problème avec la manière dont McLaren a couru, puisque Piastri, deuxième avec ses pneus usés, n'avait aucune chance d'aller embêter Verstappen. Or, Norris, lui, avait une chance. Du point de vue de l'équipe, il fallait donc, selon moi, demander à inverser les positions. Je comprends l'envie de ne pas perturber les pilotes, de les laisser courir, surtout dans l'optique d'un championnat. Tu ne veux pas créer de précédent. Mais en fait, ça revient à faire comme à Suzuka. L'équipe doit primer et peut-être qu'elle aurait pu gagner, peut-être qu'elle a donc laissé filer une victoire. En tout cas, ce qui me gêne ici, c'est qu'ils n'ont même pas tenté d'obtenir cette victoire. C'est désormais du classique, on en revient toujours au même point, puisque je trouve qu'en essayant de ne pas intervenir pour ne surtout pas faire quelque chose d'injuste, alors que ce n'aurait pas été le cas, McLaren se pénalise elle-même, pénalise aussi ses pilotes, car finalement peut-être que Norris aurait pu gagner, et aussi, je trouve que l'équipe se crée un gros problème à affronter plus tard dans la saison, puisque quand elle aura besoin de vraiment trancher sur une situation chaude, où peut-être les championnats ou le championnat pilote sera en jeu, eh bien elle ne pourra pas le faire, puisque ça ira à l'inverse de tout ce qu'elle a fait depuis le début de la saison. Je trouve qu'à un moment donné, on sera amené dans un des prix à reparler de Suzuka et d'Imola pour justifier quelque chose qui leur aura coûté des plus gros points plus tard. En tout cas, très clairement, c'est une aubaine pour Red Bull de courir face à une équipe McLaren comme ça, qui ne fait aucun choix et qui du coup laisse Verstappen dans un fauteuil. Et à l'arrivée, c'est bien évidemment Max qui s'impose, il aura connu l'après-midi absolument parfaite, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'encore une fois, comme c'est écrit sur la vignette de cette vidéo, les erreurs et les manquements des pilotes et du muret des stands du côté de chez McLaren ont ouvert la voie à une nouvelle défaite du clan Papaye. Il y a évidemment le premier virage de Piastri, puis plusieurs opportunités qu'on n'a pas saisies à la stratégie ou dans la course pour tenter, au moins tenter, d'embêter Verstappen. Et on en revient à ça. Combien de fois depuis un an maintenant, depuis Imola 2024, nous sommes-nous dit dans un des prix, est-ce qu'ils n'ont pas laissé filer une victoire ? Ils sont bloqués dans cette situation malgré une excellente voiture, eh bien ils manquent de prise de responsabilité, ils font preuve de frilosité et donc ces petits ratés à des petits endroits de la course leur coûtent cher, leur ont déjà coûté beaucoup de victoires et ça devient de plus en plus problématique dans un contexte où Verstappen au championnat il est encore là et où la Red Bull ces dernières semaines elle est de mieux en mieux comprise et le package d'amélioration d'Imola a fonctionné. Attention, ça se resserre au classement.
Les qualifications étaient déjà un souci pour McLaren, on l'a vu, ça a permis notamment à Verstappen de faire le coup de Suzuka. Et désormais en course, eh bien, il y a de plus en plus matchs, puisqu'hier, finalement, on peut se demander légitimement si la Red Bull n'était pas la voiture la plus rapide. Alors je pense que le phénomène de l'air libre y est pour beaucoup. C'était aussi un circuit où les pneus avant dégradent plus que les pneus arrière, ce qui ne va pas du tout dans le sens de McLaren. On l'a vu notamment avec les pneus de Piastri. Mais très clairement, je dis attention à McLaren, on le répétait depuis le début de saison, il fallait prendre ce qui était disponible, ça n'a pas toujours été le cas. Et désormais, Max est à moins d'une victoire au championnat pilote de Piastri. Et très clairement, la différence entre les deux voitures semble aller en se resserrant. Voilà, cette incapacité à prendre des décisions courageuses, à maximiser le résultat, que ce soit du point de vue des pilotes, qui ne sont absolument pas exempts de toute erreur, les deux depuis le début de saison, mais évidemment aussi du côté de l'équipe, eh bien, ça amène à cette situation où l'équipe qui devrait quasiment avoir fait un break dans les deux championnats, n'a fait un break que dans un seul des deux championnats. Allez, on ouvre maintenant le deuxième gros chapitre de cette vidéo, c'est le chapitre rouge, le chapitre Ferrari. Ça a été un week-end très dur à analyser du côté de la Scuderia et globalement, je trouve que mon avis, c'est qu'il faut tempérer aussi bien le négatif qui a été vécu comme un drame que le positif de la course qui a peut-être, selon moi, été un petit peu trop célébré. On démarre par le négatif, donc par samedi. On connaît les difficultés de cette Ferrari sur un tour. Cette voiture a beaucoup de mal à mettre en température et à exploiter les softs pour un tour de qualification. On l'a vu dans toutes les qualifs où ils sont clairement la quatrième force dans cette saison et parfois même déjà sur d'autres circuits embêtés par des équipes comme Williams. Et ici, ça a été exacerbé selon moi par les nouveaux pneus Pirelli. Le C6 est plus soft que soft, donc c'est encore plus un cauchemar pour la Ferrari. Les deux pilotes n'améliorent pas leur dernière tentative de Q2, pendant qu'Aston a la bonne idée de prendre le médium qui est plus rapide. Et donc, au lieu de faire un 9/8 et de passer, comme ça a déjà eu lieu plusieurs fois par le passé, eh bien cette fois-ci, ça paye cash et c'est la Q2. Donc voilà, Ferrari n'était pas selon moi la 8e force samedi. Simplement, les difficultés réelles de cette voiture sur un tour ont été aggravées par les circonstances d'Imola. Alors attention, ça n'enlève pas les nombreux défauts de cette voiture qu'on a documentés en long, en large et en travers depuis le début de la saison, hein. Le train arrière, les suspensions et tout ce qui doit être revu dans les prochains packages, tout ce qui est hérité du travail d'Enrico Cardile qui a été fait cet hiver et qui est désormais chez Aston. Mais voilà, globalement, je trouve que le choc de la Q2 à domicile, il est un peu à contextualiser. Et finalement, c'est pareil en course où on a toujours vu quasiment depuis le début de la saison que la Ferrari était la 3e force. Et donc, je vais répéter ce que je disais, notamment déjà, il me semble, après Jeddah. Je suis aujourd'hui plus inquiet pour Mercedes que pour Ferrari. On va y venir sur Mercedes. Auteur d'un bon départ, Leclerc va faire l'undercut sur Russell, Stroll, Alonso et Sainz. En s'arrêtant en tout premier, Ferrari a vraiment fait un énorme coup. Et contrairement à d'autres, je pense que ce n'était pas si pénalisant de s'arrêter aussitôt parce que la Ferrari conservait plutôt très bien ses gommes et car il est vite remonté dans l'air libre. Pour Leclerc, il valait mieux s'arrêter tôt et faire un arrêt de plus que de rester coincé encore plus longtemps, quasiment la moitié de la course, dans le train DRS qui était en train de lui coûter un excellent résultat. Quand la VSC arrive, c'est pas forcément la pire des nouvelles pour lui puisqu'il peut s'arrêter et au final il se retrouve quasiment dans le même wagon que Albon et Hamilton qu'il s'apprêtait probablement à doubler pour certainement aller terminer 4e, je pense. En tout cas, Leclerc a fait une course vraiment exceptionnelle, tout se passait bien. Jusqu'à l'arrivée de la safety car où là il est simplement coincé puisque comme Piastri il n'a plus de pneus à part des softs mais vu qu'il restait 10-15 tours ça n'avait absolument aucun sens. Donc Leclerc malheureusement était condamné à finir du mieux qu'il pouvait sur des vieux pneus. Et justement à la relance, j'ai trouvé qu'il a plutôt très bien résisté, son rythme ne s'est pas écroulé, il a bien défendu sur Albon. D'ailleurs, Ferrari n'aurait à mon sens jamais dû lui demander de donner la position à la Williams, car sa manœuvre ultra agressive était malheureusement légale, on le sait, la règle est très claire désormais. Si la personne qui est à l'intérieur a ses roues avant au moins au niveau du rétro de l'adversaire, alors elle peut faire ce qu'elle veut, pousser l'autre dehors du moment qu'elle reste sur la piste. On a vu Verstappen et Piastri très bien utiliser cette règle récemment. Leclerc avait fait pareil, mais Ferrari lui a fait perdre 2 points sans raison parce qu'il avait réglementairement raison.
Alors perso, je l'ai déjà dit, je trouve que cette règle, elle est affreusement écrite, c'est un contresens, c'est une négation de la course, mais voilà, à l'issue de plusieurs années de bataille, de discussions entre la FIA et les pilotes, voilà le compromis sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Verstappen l'a compris, Piastri l'a compris, Leclerc l'a compris, mais visiblement pas Ferrari qui lui coûte donc 2 points. Je trouve que ça ajoute à sa fin de course qui est vraiment très malheureuse. Sa 6e place reste quand même peut-être un moindre mal car à un moment donné on a pensé qu'il glisserait un peu plus, mais globalement je vais dire que je ne suis pas spécialement impressionné par la remontée des Ferrari, bien que Leclerc ait fait vraiment une énorme course. La Scuderia avait clairement le rythme des 4e et 5e positions et son souci, on l'a compris, on le sait, c'est le samedi. Le dimanche c'est très bien, mais il faudrait qu'ils arrivent à partir 5-6e et là ça pourrait devenir très intéressant. Quant à Hamilton, même si les images de l'arrivée font chaud au cœur et qu'à peut-être 1 ou 2 tours près de relance de safety car, il serait monté sur le podium et la communion avec les tifosi était incroyable, c'est vraiment des images très positives, eh bien je ne vais pas être dithyrambique sur sa course qui est bonne, est correcte, mais que je n'ai pas trouvé excellente. Elle est embellie par une voiture qui a juste le niveau d'être là où elle est à l'arrivée, et aussi il faut le dire, tout ce qu'il s'est passé dans la course a toujours été dans le sens d'Hamilton, ça a toujours été parfait pour lui. Partir en pneu hard lui a permis d'être automatiquement sur la bonne stratégie à un arrêt. La VSC lui permet d'éliminer Russell, Sainz, Alonso et Stroll qui partaient devant et qui s'étaient arrêtés beaucoup plus tôt. Ensuite, Antonelli connaît le souci qu'il fera abandonner, ce qui permet à Lewis de passer alors qu'il avait passé près de 30 tours derrière lui. Ensuite, la safety car lui permet d'avoir les meilleurs pneus pour finir la course, ce qui lui permet de finir en trombe, contrairement à un Leclerc ou à un Piastri. Et il ne passe Albon que parce qu'il est passé dans les graviers, alors j'aurais bien aimé voir leur duel à la régulière. Présenté comme ça, le bilan paraît négatif, absolument pas, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout ce que j'essaye de dire, je n'essaie pas de minimiser ce qu'a fait Lewis Hamilton, mais la vérité c'est qu'il a mis sa voiture là où elle devait être, dans une course où les événements ont toujours été dans son sens. C'est pas un crime que de dire ça et c'est pas le diminuer que de le dire. Et donc à l'arrivée, comme depuis le début de saison, le bilan est super dur à tirer pour Ferrari car il y a une énorme différence entre le samedi et le dimanche. Il y a des défauts fondamentaux sur cette voiture, mais en même temps en course, elle a aussi d'excellentes qualités. Et dans cette course, il y a à la fois eu des bonnes décisions, des décisions logiques et quelques petites bêtises, notamment la position de Leclerc et les quelques confusions qui nous font tiquer. Donc ouais, encore une fois, la page rouge se termine par une conclusion qui est très dure à établir parce que malheureusement, le compte n'y est pas, mais c'est pas la catastrophe non plus quoi. Et sauf qu'avec Ferrari, c'est un peu toujours soit l'un, soit l'autre. Allez, on passe à Mercedes qui, je trouve récemment, devient petit à petit la 5e force en course, puisque pour eux, c'est l'exact inverse de Ferrari. Ça marche très très bien en qualif, où Russell est quasiment toujours à 1 ou 2 dixièmes de la pole, et en plus là, avec le pari des C5, ça a failli créer la surprise. Mais le dimanche, c'est la catastrophe. Très vite, il a été doublé par Norris, puis décroché par le trio de tête. L'écart s'est ensuite creusé, ce qui est un constat d'échec. Et surtout, ensuite, on a vu dans le Grand Prix, encore une fois, comme notamment à Jeddah, que la voiture est catastrophique dans sa gestion des gommes. Et en plus, on prend ensuite la mauvaise stratégie en décidant de réagir à l'arrêt de Leclerc, alors que voilà, on aurait dû rester en piste pour ne faire qu'un seul arrêt, tenir le plus longtemps possible. En plus, Leclerc a déjà fait l'undercut. On a des pilotes comme Albon, Hadjar, Antonelli et Hamilton qui font l'overcut en restant en piste. Arrive la VSC et à ce moment-là, Russell se retrouve parti pour faire 9e, 8e avec Antonelli. Mais Antonelli va abandonner. Sous la safety car, comme pour Piastri et Leclerc, Russell n'a plus de pneus et donc il ne s'arrête pas. Il va regagner une position car Hadjar, lui, s'est arrêté et il va finir par ramener de justesse la 7e place. C'est un résultat et une performance que je trouve vraiment inquiétante pour Mercedes qui aujourd'hui en course est la moins bonne des top teams et se retrouve clairement menacée par Williams qui va dans le bon sens. En plus, on a un Antonelli qui a sûrement fait son moins bon week-end en Formule 1. Alors je ne sais pas vraiment si c'est parce qu'il avait de la pression, beaucoup de sollicitations, la tête peut-être un peu ailleurs à domicile. Je ne suis pas forcément à l'aise avec cette thèse, même si il a avancé lui-même cette piste. Je trouve simplement qu'il a galéré d'entrée de jeu, notamment sur l'activation des pneus en qualif. C'est toujours un souci pour lui et d'autant plus
avec des pneus C6 que personne ne connaissait. Il prend souvent des écarts sur Russell dans cet exercice, sauf à Miami, et là, c'était environ la demi-seconde. En course, avec les pneus hard et la VSC, il était parti pour faire exactement comme Hamilton, et donc à l'arrivée sauver des gros points, mais il y a eu ce souci qui a mis fin à son week-end. Voilà. C'est peut-être l'occasion d'effacer une performance qui, je trouve, un petit peu du début à la fin, n'était pas au niveau attendu, en tout cas, n'était pas au niveau de ce qu'il a fait jusqu'ici. On vient de les évoquer, tout va super bien du côté de Williams qui confirme dans un premier temps être la meilleure des autres. C'est incontestable en qualif où ils sont même parfois devant les top teams qui galèrent, notamment Ferrari. Et c'est aussi le cas en course. On a vu à un moment Albon avoir de l'air libre et mettre un bel écart à la Racing Bulls d'Isaac Hadjar qui retenait derrière elle la Mercedes d'Antonelli et la Ferrari d'Hamilton. Donc oui, aujourd'hui, Williams est assurément la 5e force et même souvent la 4,5, 4e. On a eu en plus un Albon qui s'est retrouvé sur la bonne stratégie en étendant son relais en médium. Il a pu s'arrêter sous la virtual safety car, puis à nouveau sous la safety car. C'est vraiment les conditions parfaites à l'image de ce qu'a connu notamment Hamilton. Simplement, il n'a pas réussi à passer Leclerc, se retrouve poussé dans le gravier et donc perd la position sur Hamilton. Dommage, car si il passe rapidement Leclerc, peut-être que c'est carrément un podium pour une Williams hier à Imola. Les circonstances les y ont un peu aidés, mais la réalité, je le répète, c'est qu'aujourd'hui, cette voiture est devenue quasiment l'égale d'un top team. C'est vrai en qualif, c'est aussi un peu vrai en course. En tout cas, ça reste une super course d'Albon qui s'est retrouvé dans le bon wagon et qui a profité des nouveaux déboires de son coéquipier, Sainz, qui avait été encore une fois plus rapide en qualif, même si ils sont dans le même dixième, quasiment même, je crois, le même centième. Mais voilà, le pauvre Sainz, il s'est retrouvé sur la mauvaise stratégie, à s'arrêter super tôt pour couvrir les tentatives d'undercut de Russell et des Aston Martin. Malheureusement, c'était pas le bon choix. D'ailleurs, lui-même, au moment de s'arrêter, se dit c'est sûrement le mauvais choix, mais il écoute son équipe. Malheureusement, ça le met très loin, ça le pénalise au moment de la VSC. Heureusement, il finit assez fort et parvient à sauver les 4 points de la 8e place. Dommage, car j'aurais bien aimé le voir, lui, Sainz, dans la position d'Albon à la fin, avec potentiellement un podium jouable. En tout cas, voilà, il a sauvé des points, il a fait un top week-end. C'était encore une fois, je trouve, son meilleur avec Williams. Il ne cesse de progresser. Donc vraiment, du côté de Sainz, ça va parfaitement. Et donc, en tout cas, tous les voyants sont au vert chez Williams. Du côté d'Isaac Hadjar aussi, c'est un nouveau week-end ultra positif où il confirme qu'il a le rythme de la Formule 1, le rythme des points et qu'il sait déjà très bien utiliser sa machine pour un rookie. Alors on peut regretter forcément l'erreur dans le dernier tour de Q3 qui le place 9e au lieu de peut-être 5, 6, 7e. Mais finalement, ça a été plus ou moins effacé par la stratégie où il se retrouve comme Albon à étendre son premier relais en médium et donc il saute tous ceux qui sont arrêtés, notamment les Alonso, les Stroll, les Russell. Au moment de la VSC, il est idéalement placé et il s'empare de la 5e place. Les deux Ferrari le reprennent logiquement, il se retrouve 7e et aurait très certainement emmené cette 7e place au bout s'il n'y avait pas eu la safety car où malheureusement il perd 2 places à cause de ça puisque Vicarb décide de l'arrêter. Malheureusement ça se trouve être le mauvais choix. S'il était resté en piste, très certainement qu'il aurait conservé cette 7e place, mais au moment où Vicarb fait le choix, eh bien c'est exactement le même choix que les deux leaders et ça empêche Isaac de se retrouver dans la position de Piastri et de Leclerc avec des vieux pneus face à des pneus neufs. Donc je comprends pourquoi ils ont fait ce choix. Malheureusement, il n'y avait pas assez de jus dans le pneu à la fin pour aller doubler la Williams de Sainz qui le bloquait. En tout cas, cela reste une nouvelle grosse performance du rookie, même si malheureusement, par sa faute en qualif et par les circonstances en course, ne prend pas le maximum pour ce premier week-end à Imola pour lui en F1, circuit qu'il connaît peut-être le mieux de tous pour l'instant au calendrier, vu les tests de son équipe sur ce circuit. Et en tout cas, il continue de mettre un peu la tête sous l'eau à un Lawson qui n'est pour l'instant toujours pas dans le coup. Alors, il n'a pas été chanceux avec le drapeau rouge qu'il élimine en Q1, mais il faut dire que Isaac non plus n'a pas eu le temps de faire de deuxième tour en Q1, donc finalement, voilà, il n'avait qu'à faire un meilleur tour. Et ensuite, évidemment, il part de loin, il s'arrête très tôt. À partir de là, à partir de la VSC, il n'y a plus rien à espérer. Les points pour lui ont été perdus le samedi, comme sur beaucoup des précédents week-ends, et ça commence à être vraiment délicat pour Liam.
Et puis à l'arrivée de cette course mouvementée et dure à lire, c'est le dernier membre du clan Red Bull qui prend le dernier point, c'est Tsunoda, après une belle remontée par rapport au crash impressionnant qu'il a subi en qualification. Crash qui me fait une nouvelle fois dire que ce siège met les pilotes dans une position de conduite absolument impossible, inconfortable et dans une position de pression intenable parce que concrètement, je n'ai jamais ou quasiment jamais vu Tsunoda faire cette erreur et là, il l'a fait dans la Red Bull. Pour moi, tout est lié. Ensuite, sa remontée ne m'a pas vraiment impressionné parce qu'il est parti sur les pneus hard, ce qui le met sur la bonne stratégie à un arrêt et lui permet d'être bien mis par la virtual safety car. Et derrière, sa Red Bull, elle a quand même du rythme. Donc Dieu merci, il arrive à doubler Alonso et Hülkenberg pour aller chercher le dernier point après l'abandon d'Antonelli. Mais j'ai pas trouvé que c'était une course particulièrement éclatante de sa part. Et en tout cas, rien de nouveau sous le soleil pour ce deuxième siège. C'est même pire que ça puisque la spirale classique pour les pilotes à ce poste est doucement en train de se mettre en place, malgré, je trouve, les bonnes choses que montre Yuki, mais malheureusement, il ne peut jamais les concrétiser, car au moment où il faut pousser la voiture au maximum, ça devient impossible pour le pilote. Hors des points, parlons d'Aston Martin qui avait fait le gros coup samedi grâce, il est vrai, au pari des médiums en Q2, mais grâce, j'ai envie de dire, aussi et surtout à une voiture fortement évoluée. Et pour la première fois depuis longtemps, depuis sûrement 2 ans, eh bien Aston Martin a refait un pas en avant et a pris la bonne direction au niveau du développement. Mais tout a été gâché dimanche, non pas à cause d'une voiture qui serait revenue à la réalité et n'aurait pas le niveau pour les points, je pense qu'elle avait le niveau pour en marquer, mais à cause de la stratégie, puisqu'il s'arrête hyper tôt et c'est une quadruple peine, ce qui fait dire à Alonso qu'il est le pilote le plus malchanceux du monde. Quadruple car 1, ils se font avoir par l'undercut de Leclerc et de Carlos Sainz. 2, car ça les met sur la mauvaise stratégie, il ne fallait pas s'arrêter aussitôt. 3, car au moment de la VSC, eh bien, ils sont coincés. Et 4, car les 2 Aston se sont arrêtés, contrairement à Williams qui avait laissé au moins une de ces 2 voitures devant. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier. Le choix de ne pas s'arrêter sous la VSC a également été une erreur, ça les a laissés à la merci des autres, alors que peut-être qu'en s'arrêtant, certes on ne récupérait pas tout de suite la track position, mais au moins on regardait devant et non pas derrière, et c'est là que les points ont été définitivement perdus. C'est en tout cas extrêmement frustrant, notamment pour les pilotes qui avaient donné leur maximum, qui étaient très bien positionnés, notamment Alonso, et pour une voiture qui méritait selon moi mieux que ça. Mais ça confirme le théorème Aston, qui a marqué des points cette saison alors qu'elle n'en méritait pas. Et la fois où ils en méritaient en termes de performance pure, eh bien, il n'y en a pas. Mais attention, je crois avoir vu ce week-end des éléments qui me font dire qu'Aston Martin est de retour dans le jeu des équipes qui marquent des points. En plus, d'autres évolutions vont suivre. Donc certes, à l'arrivée, on a envie de se dire c'est la catastrophe, mais paradoxalement, je crois que ce week-end permet à Aston de repartir dans le bon sens. Un mot rapide à présent d'Alpine qui continue de s'enliser, elle, au classement à cause d'événements malheureux, de manque de concrétisation, de manque d'exécution et aussi d'un petit manque de performance dans la voiture qui n'est pas non plus la meilleure du midfield. On a perdu les points sur 3 petits détails. Déjà samedi, Pierre passe en Q3, est idéalement positionné, mais l'équipe le fait sortir tard pour son dernier tour. Du coup, les pneus sont surchauffés et il ne part que 10e. Dommage. Ensuite, une fois n'est pas coutume, il y a une erreur de Pierre dans le 3e tour qui va dans le gravier à Piratella en défendant sur Leclerc. Dommage, il se retrouve 14e à partir de là. C'est très compliqué. Et puis ce qui a parachevé l'absence de points d'Alpine hier, c'est de s'arrêter dès le 12e tour. On le répète depuis le début des prix. Mais tous ceux, sauf Leclerc, parce que c'est particulier, il a une bonne voiture, tous ceux qui sont arrêtés au début, se sont mis mal pour la suite. Parce qu'au final, quand la VSC arrive, Pierre se retrouve 16e. À partir de là, c'est beaucoup trop loin pour espérer quoi que ce soit. Quant à Colapinto, son nouveau coéquipier, évidemment, le crash en qualif est terriblement dommage, car il prenait, je trouve, plutôt bien ses marques pour une première dans ce genre de conditions. C'est en plus une erreur bête qui le met directement sous pression dans l'œil du cyclone. Mais en même temps, comme pour Red Bull avec Tsunoda, je ne peux m'empêcher de penser que c'est aussi l'équipe qui crée un contexte néfaste autour de son pilote et ça le met dans des conditions où c'est plus logique que ce genre de bêtises arrive. D'ailleurs, on pourrait revenir sur tout ce qu'a dit Briatore ce week-end, tout et son contraire. Tout va bien chez Alpine, il n'y a pas de problème.
Après, Franco a logiquement été un poil prudent au départ, il a étendu son relais en médium, mais seulement jusqu'au 22e tour, dommage. Du coup, quand la VSC arrive, il est cuit et il est lui aussi condamné à terminer au fond du peloton. J'ai trouvé que c'était une première remplie d'apprentissage pour Franco. J'ai désormais hâte de voir la suite pour lui, comme pour tous les pilotes qui débarquent. Ce qui compte, c'est l'évolution dans le temps. En tout cas, par rapport à Alpine, il y a un peu de boulot sur la voiture, qui n'est pas la meilleure du peloton, mais qui est capable, je trouve, pour l'instant, de s'insérer dans les points, mais il y a une concurrence qui est forte, donc forcément, ça paye cash. Et surtout, ce qui ne va pas chez Alpine, c'est les petites erreurs bêtes de stratégie, d'exécution, de timing, qui font que les points s'envolent toujours pour quelques petits détails. Un mot aussi de Haas, et je trouve que ça ne va vraiment pas pour l'écurie américaine ces derniers temps, qui est rattrapée par les soucis qu'elle a depuis le début de saison. C'était visible dès Melbourne, et visiblement, on n'a pas encore totalement compris ce qu'il se passe, comment le gérer, et comment régler cette voiture. Je trouve que c'est révélateur car quand ça marche, on ne sait pas trop pourquoi et la fois d'après ça ne marche plus et on ne sait pas trop pourquoi non plus. À l'image de ce que vit Ocon, on sent que chez Haas, il y a des pièces qui manquent, on n'a pas tous les éléments pour gérer cette voiture et malheureusement aujourd'hui, ça les met très clairement en retrait. Et dans l'équipe, c'est Esteban qui se prend ça vraiment de plein fouet, puisque niveau réglage, ça ne marche absolument pas depuis plusieurs week-ends. Là, c'était vraiment pas bon du début à la fin. Il avait le moins bon rythme en qualif. Dans la course, il s'arrête dès la fin du premier tour. Un pari stratégique qui pouvait se tenter, mais qui n'a pas marché. Et en plus, il y avait beaucoup trop de dégradation. Et puis à l'arrivée, il y a cet abandon mécanique, donc très clairement, c'est un week-end à oublier. C'était mieux, il y avait plus de performance en tout cas du côté de Biermann, mais lui, c'est la FIA qui lui a tué son week-end en lui annulant son tour de Q1. Il y a eu un décalage de près de 5 secondes entre le moment où la FIA a déclenché le drapeau rouge et le moment où il est apparu sur les panneaux sur la piste, ce qui est une erreur vraiment extrêmement grave. En tout cas, quand Biermann franchit la ligne, il n'y a pas de drapeau rouge. Donc pour moi, son temps aurait dû tenir, il aurait dû passer en Q2. Bon après, il est en Q1 et à partir de là, il part de trop loin pour espérer quoi que ce soit. Et en plus, l'équipe a cafouillé puisqu'il part en hard et donc il s'arrête sous la virtual safety car. Ça lui permet d'être bien placé. Sauf que l'équipe, lui, remet des hard. Or, il faut chausser au moins 2 types de pneus. Donc on le réarrête direct pour des médiums. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis direct les médiums. Peut-être que ça aurait pu changer la destinée de son week-end. Un week-end pourri par des éléments indépendants de sa volonté. Et pour terminer, il y a Sauber qui est selon moi la 9 ou 10e force. Ce week-end, il n'y avait que Haas qui jouait parfois dans leur zoo. En tout cas, les points sont inatteignables. Je pense que les deux voitures auraient dû sortir en Q1. Et on a une Hülkenberg qui a encore une fois commis une petite erreur dans son tout dernier tour de qualif. Dommage. En course en revanche, ça s'est mal passé pour Bortoleto, qui était bien placé, 13e, mais qui s'arrête avant la VSC, et donc à partir de là, c'est cuit. C'est l'inverse pour Hülkenberg, qui était parti en pneu hard, comme les Antonelli et les Hamilton, donc il se retrouve bien placé pendant la VSC. Il est 11e, 10e après avoir passé Alonso, 10e encore à la relance de la safety car, où on a logiquement choisi de tenter de ne pas s'arrêter. Il a eu raison, mais ça ne pouvait pas tenir et Tsunoda et Alonso l'ont passé. Dommage, mais voilà, il n'y a pas de surprise pour Sauber. Ça aurait pu fonctionner sur les circonstances de cette course particulière, sur un pari stratégique, mais la vérité, c'est que la voiture, elle est largement derrière. Les Williams, j'en parle pas, mais même les Racing Bulls et même les Aston et parfois les Haas. Allez, on fait un point rapide sur les classements, c'est ultra intéressant devant puisque Piastri, avec tout ce qui s'est passé, n'a plus que 13 points d'avance sur Norris et 22 sur Verstappen. C'est vraiment génial de voir ça, ça va être excellent à suivre toute l'année. 3 pilotes très différents dans 3 dynamiques différentes, ça va bouger de week-end en week-end. Russell est désormais esselé à la 4e position. Leclerc, lui, n'avance plus à cause de pas mal d'événements extérieurs, on va dire. Hamilton, du coup, revient. Il y a aussi eu le DNF d'Antonelli qui joue. Albon confirme aisément sa place de meilleur des autres. Et en sortie de ce classement, on a Sainz 11e avec 11 points, suivi par Tsunoda 10 points et nos deux Français Gasly et Hadjar à 7 points.
Côté constructeur, McLaren a quasiment désormais le double de points de son plus proche poursuivant. Bref, je pense que de ce côté-là, il y a déjà plus de suspense, on est très clair là-dessus. Et on a Red Bull et Ferrari qui fondent sur Mercedes, et je vous fais le pronostic que Ferrari sera prochainement deuxième de ce classement, puisque ça va mieux que ce qu'on peut croire avec ce qu'il se passe sur la piste, et que Red Bull n'a qu'une seule voiture. En tout cas derrière, Williams a déjà quasiment la 5e place en poche, la saison est déjà réussie pour eux, ils peuvent quasiment déjà se tourner sur 2026. Quant à Haas, je pense que ça peut glisser dans les prochaines semaines pour eux. Heureusement, ce coup-là, Aston n'a pas marqué de points, ça rattrape les 14 qu'ils n'auraient pas dû marquer depuis le début de la saison. On a ensuite Racing Bulls qui continue de grappiller quelques points grâce à Adjar et qui, je pense, va revenir dans cette bataille pour la 6e place qu'elle devrait sûrement déjà occuper avec tout ce qui s'est passé sur ce début de saison. Et puis on a Alpine qui malheureusement fait du surplace à cause de plein de petites erreurs, alors que sur le papier, il y a moyen de s'insérer dans la bataille pour la P6. On passe aux notes, je vous rappelle simplement qu'elles prennent en compte le week-end du pilote en entier, donc les qualifs plus la course. C'est un week-end où il est dur de noter car il y a plusieurs faits de course et stratégies qui bouleversent parfois négativement, positivement, puis l'un puis l'autre, le week-end de plein de pilotes. Donc attention, c'est à remettre dans son contexte. Certains pilotes méritent plus de points que ce qu'ils n'en ont eu et d'autres c'est l'inverse. Donc je vous donne les notes. La meilleure, elle est pour Verstappen qui passe à un rien de la pole et fait le Grand Prix parfait avec une excellente manœuvre au premier virage. Piastri, il mérite quand même mieux que sa 3e place, où après il se fait avoir par la stratégie et les différentes interruptions, mais il a quand même fait une belle erreur au premier virage, il ne faut pas que ça se reproduise. Sainz a fait un week-end énorme, meilleur qu'Albon, dommage, la stratégie l'a complètement écarté des gros points de ce Grand Prix. Norris a quand même un 8 puisqu'il a fait un bon Grand Prix sans embûche, mais concrètement l'écart qu'il a concédé en qualif fait trop mal pour un prétendant au titre, et c'est donc pour ça que pour moi il est derrière Piastri sur ce week-end. Alonso, 8, excellente note parce qu'il a été extrêmement mal payé, sa qualif est géniale et c'est la stratégie qui l'a tué. Et puis Albon, je l'ai dit pour moi, a été un peu dominé, un peu battu par Sainz, mais a quand même fait un excellent week-end. Derrière, on a Leclerc, difficile de lui en demander beaucoup plus en qualif. Il a ensuite fait un excellent Grand Prix où les pneus à la fin lui coûtent 2 positions. Adjar, excellent week-end de rookie, dommage la fin de la Q3 et dommage la safety car finale lui coûte 2 places. Russell, il a été excellent en qualif, ne l'oublions pas, le GP a été très compliqué mais c'est principalement la faute de Mercedes et de la stratégie, lui a quand même sauvé la P7. Du côté d'Hamilton, il n'était qu'à 2 dixièmes de Leclerc samedi, son Grand Prix est un peu coincé mais il se retrouve sur la bonne stratégie et brille à la fin, ça reste une très belle performance. Stroll, lui, fait une qualif à moins de 2 dixièmes d'Alonso et vit le même sort que son compatriote, que son coéquipier pardon, dans le Grand Prix où la stratégie l'a empêché de jouer les points. Dommage. Hülkenberg, la qualif n'est pas bonne, mais son Grand Prix est vraiment excellent. Biermann, lui, est dur à noter vu les coups d'essor qu'il a vécu, mais il avait un bon rythme, hein, il devait passer en Q2, il a failli faire un truc dans la course. Je ne sais pas s'il doit être noté, s'il doit avoir plus, même peut-être, vous me direz. Quant à Bortoleto, il bat Hülkenberg en qualif, il passe en Q2. Et il a fait globalement des bonnes choses, mais il a été arrêté un peu tôt, et ensuite son Grand Prix est fortement compromis. Antonelli, week-end délicat pour lui. Gasly, peut-être que le 5 est un peu sévère, car il a tout bien fait sauf un truc, mais ce truc, le passage dans le gravier, eh bien, l'empêche de marquer des points, et c'est tout ce qui comptait, dommage. Lawson, lui, a un petit retard de rythme qui coûte trop cher. Ocon a été le moins rapide ce week-end, il y a un truc qui ne marchait pas. Alors certes, il y a l'abandon, mais je trouve quand même qu'il faut noter le fait que ça n'allait pas. On a vu où allait aller son week-end, même si tout n'est pas de sa faute et que la Haas a l'air vraiment très compliqué à régler. Tsunoda, 4, il y a un énorme crash malheureusement qui est de sa faute. Belle remontée, mais elle me semble globalement normale. Quant à Colapinto, je suis embêté parce que je trouve que c'est sévère pour une première, mais son crash et surtout le fait qu'il soit un peu bête me gêne. Son Grand Prix derrière est voilà, somme toute normal, pas grand chose à dire. Voilà. Vous me direz, j'attends comme d'habitude vos notes dans les commentaires et dans le Google Doc pour ajuster les miennes, les points ou les demi-points que j'ai mis en trop ou en moins. Je vous laisse argumenter dans la paix en commentaire pour qu'on sache un petit peu quoi faire avec ces notations globales. Sur ce, merci d'avoir été au bout de ce dépris. Je suis désolé pour son heure tardive de sortie et pour ma voix lors de cette vidéo. Je suis complètement malade, ce qui m'a complètement
détruit, cuit dans la préparation de cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop pénible pour vous. En tout cas, je vous attends comme d'hab en commentaire pour me donner les points où vous êtes d'accord, pas d'accord, les points que vous voulez apporter en plus, les notes que vous voulez baisser ou monter comme d'hab. Merci à vous d'être aussi précis et engagé pour m'aider à être moi-même encore plus précis et à y voir encore plus clair. Merci encore à tous. J'ai hâte de voir ce que vous avez pensé de cette course et de cette vidéo. Pensez à mettre un like et à vous abonner si ça vous a plu. Je vais aller prendre un isopaïne, je vais aller me reposer et je vous quitte avec Enzo Ferrari qui a eu peur que la potentielle dernière à Imola soit la pire course de Ferrari dans son histoire sur ce circuit. Finalement ça va, mais c'est pas passé loin. Allez, à bientôt.